Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Spécial débat reçoit pour vous Nico Omeonga. Avec lui, nous allons parler un peu de l'économie, de beaucoup de sujets économiques aujourd'hui. Très heureuse d'être avec nous, Nico Omeonga. Oui, c'est un plaisir partagé, Madame Kimonto. Merci beaucoup. Nous allons commencer par ce qui nous touche directement, la vignette. Moi, j'aimerais bien savoir, prof Nico Omeonga, la vignette, taxe ou impôt? Merci pour la question. Je dois, de prime abord, préciser que je ne suis pas fiscaliste. Je ne suis pas fiscaliste. Non, je suis économiste, mais la fiscalité, c'est une spécialité. Pour les autres, mais cela ne m'empêche pas de donner de la voix par rapport à cette question. Je vous en prie. Impôt et taxe. La différence est simple. Oui. L'impôt, d'abord, quels sont les points de jonction? Les points de jonction, les points communs, tous ce sont des prélèvements public obligatoire. Okay. Et l'État lève si ses concitoyens, si les capitales, si les revenus, ce qui permet à l'État de couvrir ou de financer son plan de développement et même les budgets. Mais la différence, c'est laquelle? L'impôt a un caractère obligatoire général, mais on ne sait pas, quand on collecte l'impôt, il est affecté pour quelle fin. C'est-à-dire l'impôt qui a été payé peut être orienté pour la construction des routes, peut être pour payer les fonctionnaires. Okay. Donc, on ne sait pas la destination de l'impôt. Okay. Par contre, la taxe, elle est préaffectée, on connaît à l'avance. Par exemple, le cas le plus concret, parce que j'apprends qu'on vient de suspendre, le DG de la DGK vient de suspendre le contrôle, c'est la vignette. La vignette, c'est une taxe. Une taxe routière, c'est-à-dire on sait à l'avance que cette taxe-là, comme elle est collectée, c'est pour arranger les routes. Donc la taxe, on connaît à l'avance que l'argent qui est collecté ici, c'est pour assainir, arranger, construire les routes. C'est une taxe routière. Alors que l'impôt, quand vous payez l'impôt, vous ne savez pas de quoi l'État va faire de cet impôt. De cette collecte. De cette collecte. Prof Nico Omeonga, mais comment, avec tout ce que l'État récolte, comment les routes ne sont toujours pas bien aménagées, arrangées et tout ça? Comment il y a toujours autant, les routes sont vraiment dans un état de délabrement très avancé, mais les gens payent la vignette. Comment expliquer ça? Comment la population peut demander? Comment la population peut... où est-ce que la population peut se plaindre? Moi, je paye ma vignette, je paye ma taxe, comme vous avez dit, mais j'ai droit à un service. Mais la population peut se plaindre où? Comment savoir la traçabilité de cet argent-là? Je ne sais pas qui contrôle cet argent. C'est ça tous les problèmes. Vous savez, notre pays, pas notre pays, nos dirigeants sont caractérisés par ce que j'appelle la gouvernance kleptocratique. C'est-à-dire l'argent de l'État, en principe, devrait être affecté pour les services publics. Mais qu'est-ce que nous assistons très souvent? Quand on a collecté les taxes, comme c'est le cas, est-ce que la traçabilité est là? Est-ce qu'on sait la hauteur de ce qui a été collecté? Mais si on le sait, est-ce qu'on sait c'est affecté pour quelle fin? Parce que très souvent, cet argent, pour se donner bonne conscience, on parle même collage des recettes. En réalité, c'est des détournements. On collecte l'argent, mais l'argent n'est pas affecté pour la raison pour laquelle il a été collecté. Donc, on peut collecter des milliards, mais si elle n'est pas orientée pour l'aménagement, pour la construction, pour la réparation des routes, on va toujours continuer à pleurer comme nous pleurons jusque-là. Donc, il faut qu'il y ait à un moment la redevabilité de l'autorité, mais l'engagement citoyen, nous qui contribuons. Parce que parfois on dit que non, il y a un civisme. Oui, on a dit que les Congolais n'aiment pas payer les taxes. Mais on ne contribue pas parce que dès lors que moi je sais que je contribue pour l'État, alors que cet argent, au lieu que ce soit pour l'intérêt général, ça atterrit dans les poches de quelques individus. Là, conséquence, je dois me rebiffer parce que je ne peux pas continuer à s'hypoter, payer pour qu'un individu s'enrichisse. C'est ce qui explique. Ça, c'est la première raison. Une autre raison aussi, parce qu'on parle des impôts et taxes. Mais notre impôt, notre taxe, ça porte sur quelle assiette fiscale? Nous sommes caractérisés par ce que nous appelons l'informel. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'activités économiques qui opèrent dans l'opacité, dans l'informel, qui ne sont pas répertoriées. Donc, les paix des taxes, des paix d'impôts
des recettes qu'on collecte, c'est si les 20% d'activité. Donc 80% d'activités économiques ne sont pas collectées. Donc il faut élargir l'assiette fiscale. Pour élargir l'assiette fiscale, la meilleure des choses, il faut assouplir l'assouplissement fiscal. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a une multiplicité de taxes. Trop de taxes, tu les taxes. La taxe, pardon. Heureusement, vous l'avez si bien dit. Au point que nous assistons à ce qu'on appelle le terrorisme fiscal. Quand quelqu'un réalise que lui ne travaille qu'à pour payer les taxes et impôts, il va chercher à tricher. Il va chercher à faire fuir ses revenus dans des paradis fiscaux. Donc, il y a moyen de deux côtés. Il faut que l'État fasse le rabattement fiscal, réduire un peu la taxation. Et pourquoi, si tu as une unicité fiscale, pourquoi plusieurs taxes? On peut avoir un point de perception unique des taxes et des impôts, mais à ce niveau-là, on peut répartir pour chacun. Mais psychologiquement, si, comme vous là, les matins, trois percepteurs arrivent. Même si les montants ne sont pas si importantes, mais psychologiquement, ça devient un emmerdement. Et par rapport au pont Maréchal, nous avons entendu que le pont risque de s'écrouler. Et pourtant, il y a le péage, c'est aussi une taxe, non, le péage? Oui. Mais comment ce pont-là, qui a été conçu par le maréchal, inauguré par le maréchal Mobutu, si je ne me souviens pas, en 1983 ou 4, si je ne me trompe pas, un pont aussi majestueux, on n'en prend pas soin. On a dit ça risque de s'écrouler. Je ne sais pas si c'est culturel ou anthropologique. Vous savez, dans tous les pays du monde, vous faites le tour du monde, tout ce qui est construit, tout ce qui est créé a une durée de vie. C'est-à-dire, même les matériels que nous avons ici, vous devez vous mettre en tête que ça a une durée de vie. Ça peut être une durée de vie. Donc, il y a ce qu'on appelle l'amortissement. Voilà. Il faut envisager que non, les jours, ça c'est la première chose. Une deuxième chose, parce qu'on a construit, il faut l'entretien. Il faut en prendre soin. On ne peut pas, parce qu'on a construit, on laisse une infrastructure socio-économique comme celle-là, on l'abandonne. Mais ça va s'écrouler. Il faut un entretien. Et qui doit le faire? C'est encore une fois l'État. Je vous ai dit, dans l'île des émissions. Il y a l'OEBK pour ça, non? Est-ce que l'OEBK ne prend pas soin de ce pont? L'OEBK, c'est un service public. Quand je parle de l'État, l'État a ses bras séquiliers, a ses leviers. Mais ce service-là, ce n'est pas le service d'un particulier, c'est l'État. Mais si celui qui est à la tête de cette structure n'atteint pas l'objectif pour lequel il a été placé, il faut lui retirer de là et placer quelqu'un d'autre. Il n'est pas le seul. Et quand on gère les affaires de l'État, nul n'est indispensable. S'il n'atteint pas les assignations, s'il n'est pas performant, il faut le retirer et placer quelqu'un qui peut faire mieux le travail. Mais si l'État se complète, donc il est complice. Sinon, il a placé pour avoir un peu de moyens à l'horizon, parce que d'ici là, il y a élection. Tout le monde parle de 2023. Donc on cette prédation-là, tous les moyens, comment préparer les élections. Mais nous avons appris aussi, prof Nico Menga, qu'il y a vraiment aujourd'hui un vent nouveau. Il y a beaucoup plus d'argent aujourd'hui, les recettes. En tout cas, ça s'étale dans des millions de dollars, des milliers de dollars. Mais le Congolais ne comprend toujours pas pourquoi, avec cette augmentation des recettes dans notre pays, on ne le ressent pas quotidiennement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des chiffres inventés? Est-ce que le mal était tellement profond que même si on fait des millions, on ne les ressent pas? Alors, comment expliquer qu'il y a aujourd'hui cette augmentation de recettes? Je crois, Madame Kimoutou, vous faites allusion à ce qui, entre guillemets, on parle des performances que la DGI, ils ont même dit qu'ils exagèrent même que la performance est historique. Bon, et vous savez, dans notre pays, nous souffrons d'une chose. On s'étonne même de quelque chose qui est de l'ordinaire. Bon, quand on parle de la performance, qu'est-ce qui se passe réellement à la DGI? Est-ce qu'il y a réellement performance? Parce que ce qui alimente ces milliards qui ont été mobilisés, ce n'est pas l'effet d'une gouvernance dans les domaines. Mais c'est parce qu'il y a eu, au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, il y a ce qu'on appelle acompte provisionnel. En d'autres termes, c'est quoi? C'est-à-dire, tel que l'État fonctionne, toutes les entreprises payent l'impôt sur les bénéfices industriels commerciaux. Okay. Et on les paye à la fin de l'exercice. La fin de l'exercice, c'est au 31 décembre. Mais là,
l'État, parce qu'il doit faire face à certains besoins, exige aux contribuables de payer anticipativement ce qu'ils auraient dû payer à la fin. Et à la fin, on va voir si l'entreprise a payé plus qu'il faut et l'État va rester redevable. Sinon, on va demander à l'entreprise de compléter ce qui est. C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire, il y a eu paiement, en termes simples, paiement anticipatif des impôts si les bénéfices commerciaux et industriels des entreprises. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a ce problème-là d'assignation, des missions qui sont données aux collecteurs d'impôts, à la DGI. On leur dit que si vous mobilisez des recettes au-delà de ce qui est exigé, vous avez une prime de performance, une prime de 5% de tout ce qui est mobilisé. Mais qu'est-ce que se fait en réalité? Ces gens-là s'arrangent pour faire des assignations minimalistes. De même sorte que s'ils ont dit que 2 milliards, mais vous assistez, on n'est pas à notre temps je n'ai pas fait la publicité de Matata, mais on a parlé même de doublement des recettes, de triplement des recettes. C'est parce que les assignations étaient minimalistes, n'ont pas été optimalistes. Alors quand on mobilise et on dit que non, il y a eu performance. Il n'y a pas eu performance. Ces milliards qui ont été mobilisés, c'est du fait des paiements anticipatifs. Il y a à compte provisionnel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai rien contre les agents du fisc, je n'ai rien contre les dirigeants ou les responsables de la DGI, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est tout à fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, en fait. Si tel est le cas, je vais comprendre. Mais tout indicateur macroéconomique, tout indicateur, a un répondant social. Mais tous ces milliards qui ont été mobilisés. C'est ça, le répondant social, les gens ne le ressentent pas. La grogne est là. Les enseignants et tout ça, tout le monde se plaint. Parce que si l'État a plus de moyens, mais il répond aux revendications sociales. Mais tel ne semble pas être le cas. Mais l'augmentation aujourd'hui des denrées des prix des denrées de première nécessité, prof Nico Manga, tout ça est lié à la guerre russo-ukrainienne, puisqu'aujourd'hui, on justifie tout aujourd'hui. On n'a plus de kérosène, on n'a plus de carburant, on dit c'est la guerre russo-ukrainienne. Les biens de première nécessité ont pris de l'ascenseur, c'est la guerre russo-ukrainienne. Est-ce que cette guerre, professeur, a cet impact-là, c'est vrai? Est-ce que ça touche vraiment tous ces secteurs-là, le secteur pétrolier, les secteurs agricoles, tout ça? Cette guerre a vraiment des impacts sur ça? Oui, je dois, vous savez, me présenter comme professeur des universités, je dois être correct. C'est vrai que la guerre aussi a des effets pervers. Si nous sommes, aujourd'hui, on parle de la mondialisation, c'est que le monde est devenu un village. Ce qui est fait à l'Ukraine peut avoir des répercussions ici. Mais ça ne justifie pas, en gros, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Je m'explique. En partie, oui. Pourquoi je dis en partie, oui? Parce que les repas les plus consommés ici à Kinshasa, c'est le pain. Le pain, c'est le sous-produit du blé. Du blé, Or, quand nous voyons les 50% de la farine que nous consommons ici à Kinshasa et à RDC proviennent de la Russie et de l'Ukraine. Parce que, vous en doutez, la Russie, c'est le premier exportateur du blé. Le premier exportateur mondial. L'Ukraine, c'est le 4e exportateur. Du fait qu'il y a de nos compatriotes, il y a des importateurs qui ont déjà passé commande pour qu'il y ait ce blé. Mais du fait de la guerre, ce blé-là ne parvient pas. On applique la loi de l'offre et de la demande. Plus on a, moins ça coûte. Moins on a, comme c'est le cas, plus ça coûte. Ça peut expliquer, en partie. Mais aussi l'énergie. La Russie, comme l'Ukraine, sont des véritables, c'est parmi les producteurs de l'énergie, du pétrole. Mais qu'est-ce qui assiste? Aujourd'hui, on assiste, à un moment, on a fait une semaine, 2 semaines, vous arrivez dans les stations, service, il n'y a pas de carburant. Et maintenant, là, on dit même, il y a un plafonnement. Oui. Tu peux pas... Au-delà de 10 litres. C'est quoi en réalité? Et les stations ferment à partir de 22 heures. C'est-à-dire que la guerre de l'Est vient peut-être empirer la situation qui était déjà précaire. Parce que la question du pétrole,
Parce que depuis l'année passée, les stations devraient fixer leur pétrole à 3500 les litres. Mais l'État, parce qu'il sait que c'est un secteur stratégique, si il y a hausse, il y aura des répercussions sur les transports, et ça va s'emballer. L'État a pris, il a fait le blocage des prix. Et il a dit aux stations que je vais payer les 1500, les gaps, les manques à gagner. Depuis l'année passée. Mais il s'est fait que ces gaps-là est évalué à 42 millions de dollars les mois que l'État doit payer. Mais une année après, ça fait presque un demi-milliard de dollars. Que l'État n'a toujours pas payé. Pourquoi? Il y a compensation. L'État dit que non, vous payez les redevances pétrolières. Donc on va voir qu'est-ce que vous devez à l'État par rapport à ce que l'État vous doit et on va faire la compensation. C'est ainsi que quand vous prenez 500 millions de dollars par rapport à ce que les sociétés pétrolières doivent à l'État, vous vous rendez compte que l'État doit à l'État, aux sociétés pétrolières. C'est ainsi que ces sociétés-là, à la fin de l'année, ils ont dit à l'État, commencez d'abord par retirer vos dettes. Comme ça nous continuons. Et actuellement, avec la guerre à l'Ukraine, il y a les barils, c'est négocié au-delà de 100 dollars le baril. Oui, des dollars. Donc, ça a des répétitions. Mais l'État dit encore, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le pétrole devrait se négocier à 4800 les francs. Mais l'État, encore une fois, dit que non, je bloque. Vous ajoutez seulement 200 francs, je vais continuer à payer. Mais si l'État, comme nous les connaissons, a toujours été insolvable, n'arrive pas à payer correctement, ces gens-là ne sont pas des philanthropes, ce sont des commerçants. Donc, ils vont encore rétrécir, ils vont encore geler, et c'est nos compatriotes, mon peuple qui va en pâtir parce qu'il y aura toujours des fils dans les stations-service. J'ai un économiste aussi avec moi, un professeur d'université. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais se plaignent qu'il n'y a plus tellement d'avions. Il y a beaucoup d'avions qui sont cloués au sol. Il y a l'ancien DG de Congo Airways qui a donné plusieurs raisons. Mais la raison principale, il a dit, c'est cette baisse de prix du billet, du coût du billet d'avion, qui a vraiment fait en sorte que vraiment Congo Airways, CA et les autres sont vraiment par terre. Vous qui êtes économiste, y a-t-il une relation directe entre cette baisse de prix des billets d'avion et le fait que les avions aujourd'hui sont cloués au sol? Non, la raison, oui, à moitié c'est justifié. Parce que nous sommes, dès lors que nous avons opté pour l'économie du marché, c'est-à-dire les prix se négocient à la suite de la confrontation de l'offre et de la demande. Mais quand l'État intervient, parce que c'est un secteur stratégique, il faut le reconnaître, dans l'État, dans notre pays, kérosène, qui est sous-produit du pétrole, l'État doit toujours compenser les gaps. Mais vous, pour des raisons qui ne sont pas clairement justifiées ou justifiables, vous baissez les prix d'autorité. En contrepartie, vous devez payer les manques à gagner. Parce que ces sociétés-là, ce sont des sociétés commerciales. Une société commerciale, c'est une société qui a vocation de réaliser les bénéfices. Donc, ils ont des charges incompressibles. Si vous baissez, mais les gaps-là, qui compensent? Il faut que l'État compense. Si l'État ne compense pas, il ne peut pas continuer à voler parce qu'il y a des charges. Les pilotes, il faut les payer. Les mécaniciens et tous ces gens-là, et les personnels, il faut les payer. Mais si la marge bénéficiaire a été réduite, presque de moitié. Mais il faut qu'il y ait que l'État aussi, en contrepartie, donne ce qu'il perd à gauche. Mais si on ne le fait pas, on réalise que non, il n'y a pas de bénéfice à ce prix-là. Ils doivent clouer les... C'est aussi opportun, professeur, qu'on crée notre compagnie d'aviation nationale, Air Congo, parce que le président a dit qu'il va s'impliquer vraiment dans la création de Air Congo. Donc, les gens ne comprennent pas. Déjà, les compagnies qui sont là, ça ne va pas. Il veut encore ajouter une autre compagnie, je ne sais pas trop. Comment quel est votre avis? Bon, moi ça me... Je ne sais pas. Je sais que ceux qui nous dirigent, il y a quand même des économistes. Je n'ai pas la prétention d'en être le meilleur de tous. Mais... il y a déjà, vous-même vous le dites si bien, il y a des compagnies nationales, compagnies d'aviation. Mais pourquoi vous ne les relancez pas d'abord, ligne congolaise aérienne et Congo Airways?
Mais vous voulez en créer d'autres. Parce que c'est là qui sont là. Les dettes sociales, elles sont là. Les salaires que vous ne payez pas à ces gens-là, ils les réclament. Mais pourquoi ne pas relancer ce qui existe déjà au lieu d'envisager d'en créer une autre? Je crois que les compagnies sont là. Pourquoi on ne les relance pas? Il y a un problème de gouvernance. Parce que pour la plupart des cas, qui sont placés à la tête de ces entreprises? Ce sont des clients politiques. S'ils ne sont pas clients politiques, ce sont des frères et amis. Et nous sommes dans une république de coquins et copains. Et ça ne fait pas avancer les choses. Il faut mettre des managers. Les managers, ils viennent avec un objectif, avec un contrat de performance pour élever. S'ils ne parviennent pas, on les retire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces sociétés-là, hier, société du portefeuille, entreprise du portefeuille, aujourd'hui commerciale, alors que aucune d'elles n'est réellement commerciale parce qu'elles sont devenues des canards boités. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre de véritables managers? Des gens qui ont et l'éthique et l'expertise. Parce qu'ici, il ne faut pas toujours croire que quand on a l'expertise, on est compétent à faire des choses. C'est-à-dire qu'il faut allier l'éthique à l'expertise. Et mettez des gens qu'il faut. Le monde actuel n'a qu'à faire avec des faibles, des gens qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous sommes dans une bataille économique. Nous sommes dans les guerres d'intelligence. Donc, il faut valoriser l'intelligence. Mais si vous êtes en train de sublimer l'ignorance, vous êtes en train de sublimer le tribalisme, le népotisme et toutes ces antivaleurs, je ne pense pas qu'on soit à même de redresser ces entreprises. Aujourd'hui, j'ai lu sur Zoom-Eco, merci à vous Zoom-Eco, qu'aujourd'hui, au 25 mai 2022, la tonne de cobalt se négocie à 74 645 000 $ sur le marché international. Nous sommes vraiment la réserve mondiale du cobalt. Est-ce que le Congo en bénéficie? Est-ce que nous profitons de ce regain de... Non, encore une fois, nous sommes une économie de rente. J'aime bien. C'est pendant la guerre que parfois les gens font beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de ça. Tous ces cobaltes-là, ils sont exploités par qui? Ce ne sont pas par des Congolais. Ce sont tous ce que vous appelez investisseurs, expatriés qui viennent ici, ils exploitent et ils exportent à l'État. Et nous nous contentons de la rente. Et cette rente, au nom d'un économie, la rente c'est quoi? Donc, la rente c'est comme quelqu'un tu es un locataire, tu es bailleur. À la fin du mois, vous vous contentez de quoi? Des revenus locatifs. Exactement. Vous prenez tous vos minéraux, parce qu'on a dit qu'on n'avait pas 1,5 milliard à l'époque pour relancer la Gécamine. Il faut la saucissonner. Et on a bradé. Tous les carrés miniers ont été cédés à des particuliers. Mais c'est ces gens-là qui exploitent. Vous n'attendez que les droits que vous avez, la redevance qu'ils vous payent. Mais tous les gros des minéraux, ça appartient aux exploitants. Les carrés miniers là ne vous appartiennent plus. Mais vous bénéficiez seulement du fait que ce carré minier est sur les sols congolais. Et là, c'est marginal. Ce n'est pas significatif. Si les cobalt, comme vous le dites, à ce prix-là, appartenaient comme à l'époque, vous savez, à l'époque, on disait la Gécamine, c'était le poumon économique de la RDC. Parce que toute la production était une production de la RDC. Mais aujourd'hui, la production ici, elle est de la RDC, mais le propriétaire, ce n'est pas la RDC. Il y a des exploitants expatriés. Et quand ils tirent le profit de l'exploitation, ils nous donnent seulement des miettes, la redevance. Bon, nous sommes une rente seulement. Vous vous contentez seulement de la rente. On ne l'exploite pas. Or, en réalité, on devrait d'abord exploiter. Après avoir exploité, il faut transformer. Pourquoi nous devons toujours être une économie extravertie? Nous nous comportons comme on était au village. Non, on exploite parce que le cobalt, c'est un minerai stratégique. On parle de plus en plus de la transition écologique. Et pourquoi ne pas faire de la RDC la capitale mondiale de la pile électrique? Parce que c'est à base de nickel, Qu'est-ce qui nous empêche quoi? Nous manquons des experts ou quoi? Est-ce que les Occidentaux ne veulent pas que nous ayons les experts sont là. Des usines de transformation? Parce qu'on dit toujours que c'est la faute aux multinationales, les Occidentaux ne veulent pas les multinationales, que l'Afrique décolle et tout ça. Citez-les les cas, mais pourquoi hier ces multinationales, c'est seulement au Congo? Les multinationales ne sont pas toujours au Congo. Elles sont partout en Afrique et en Asie. Non, le problème, c'est un problème de leadership au rabais. C'est-à-dire, les experts sont là.
Je vous ai toujours dit, la volonté politique, c'est la volonté souveraine. C'est-à-dire, les experts sont là. Mais si on ne vous associe pas, si on ne place pas ces experts et on leur donne la liberté de faire ce qu'ils doivent faire, mais rien ne pourra marcher. Mais si nous, dans ce pays, on prend les barbares, tous les marginaux sociaux, ils sont aux commandes. Et les experts comme nous sommes à la traîne. Mais rien ne peut marcher. Et depuis bientôt, nous allons célébrer comme 62 ans. 62 ans d'indépendance. Est-ce qu'on continue toujours à être enfant? Cette infantilisation, quand même. Tu peux avoir un enfant à 62 ans. C'est pas normal. Je crois qu'il est temps de faire un arrêt et de s'interroger et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Mais le problème, c'est la classe politique. Nous avons une élite prédatrice qui n'associe pas les experts. Je voulais vous poser cette question carrément, parce que la politique et l'économie vont de pair. Est-ce que chaque province, Prof Nico Omeonga, est-ce que chaque province de la République démocratique du Congo doit faire des forums économiques pour voir un peu les qualités, les défauts, qu'est-ce qu'il faut faire économiquement pour relever? Je ne parle pas des forums politiques comme ce qui s'est passé au Katanga, ça c'est la réconciliation. Je parle des forums économiques. Est-ce vraiment nécessaire pour vous? Est-ce que chaque province doit voir ses particularités économiques pour qu'ensemble nous puissions faire décoller ce pays? Puisque vous nous dites, la GECAMINE à l'époque, c'était le poumon économique du Zaïre à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le même cas. Non, et il y a même une influenceuse que j'ai suivie sur les médias qui a dit que tout le monde doit aller au Katanga, puisque là, vous voyez, donc je voudrais bien savoir les particularités économiques de chaque province pour qu'ensemble nous formions la RDC. Nous ne pouvons pas tous tourner le regard vers le Katanga. 62 ans ne fait que tourner le regard vers le Katanga. On doit changer notre paradigme. Comme l'a dit Mouyaya, on doit changer de narratif économique, peut-être. Non, je suis d'accord avec vous. Mais ce sera encore un énième forum inutile. Parce que le problème, c'est de dire que ce n'est pas de faire des forums économiques. Okay. Moi, je suis économiste et je suis pour les forums. Mais si on fait des forums, et puis après les forums, rien n'est suivi d'actes, rien ne va marcher. C'est bien de réfléchir. Quand on réfléchit, il faut maintenant la mise en œuvre. Et ce sont les politiques qui doivent mettre... Et les politiques, maintenant, là, ça va se bloquer. Vous prenez, on fait aller... On a eu des... Ça peut être sur le plan national, ça peut être sur le plan régional, même local. Mais nous sommes l'un des rares pays qui considèrent toujours que ce sont les mines qui... Non. Dans notre pays, chaque province a sa spécificité. Prenons les cas... On a 21 provinces, mais on doit les regrouper dans les grands ensembles de l'époque. Prenons le Grand Bandundu, par exemple. Quelle est sa force économique? Qu'est-ce que le Bandundu a de particulier qu'il peut apporter ou qu'elle peut apporter dans la République démocratique du Congo? L'agriculture. Et l'agriculture, dans tous les pays du monde, parce que vous n'en savez pas, où tout le monde veut aller à Paris, je vous apprends ou je vous rappelle, la France, c'est un pays à vocation agricole, avant d'être un pays industriel. Et toutes les industries du monde ont vu les jours aux côtés du village, là où se fait l'agriculture. Nous, rien que Bandundu, avec des terres arabes, mais nous continuons ici à nous nourrir avec des déchets alimentaires. Vraiment des déchets qui nous causent encore des maladies. Des maladies. Vraiment des déchets alimentaires. Alors qu'il y a des pays comme le Sénégal. Pourquoi nous ne sommes pas au rendez-vous de commerce équitable? Nous sommes capables de produire, faire l'agriculture biologique. Et cette agriculture, quand vous allez en France, on vous dit que non, ça c'est transgénique. Ça c'est bio. Le bio aujourd'hui c'est à la mode. Rien qu'avec ça. Parce qu'il y a une étude qui a été menée, qu'avec les 80 millions d'hectares arabes, pareil en Belge, on est capable de nourrir les tiers de l'humanité. Bon, rien que l'agriculture. Nous perdons au moins 1,5 milliard pour importer les produits surgelés, là. Surgelés, les produits toxiques. En réalité, si on était sérieux, on ne pouvait pas continuer. Ça, ce sont des produits qu'il faut donner à des gens qui sont en guerre, des gens qui ne peuvent pas, qui sont dans des pays arabes. Mais nous, on a ça. Rien que Bandundu, rien que l'agriculture. À l'époque, vous savez que nous, on exportait même l'huile. L'huile de palme. Bandundu, le manioc. Et tout ça. Mais pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que les terres sont devenues arides? Non. Elles sont arables comme l'ont toujours été depuis. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et aujourd'hui, la population, les jeunes sont là. Parce que la première machine, c'est d'abord l'homme. Or, 60% de la population congolaise est jeune.
Rien que Bandundu, rien qu'avec l'agriculture. Parce que c'est quand on a produit, comme on sait tout consommer, il faut transformer. C'est là où naît les usines. On en avait au Bandundu à l'époque. Hein. Mais on en avait, on peut les recréer. Mais pourquoi, je l'ai dit, pourquoi nous toujours, pour parler de la gloire d'Isaïe, il faut toujours le passé. Le passé est glorieux, l'avenir est une menace pour nous. Chaque fois que nous avançons, ça s'empire. Alors qu'ailleurs, c'est le passé qui est... Personne ne veut parler du passé. S'il faut parler, c'est un mauvais souvenir. Mais nous, si on peut parler des bons souvenirs, des prouesses, de la force de la RDC, il faut un regard vers le passé. Il faut changer de la force économique du Grand Équateur, parce qu'aujourd'hui, le Grand Équateur vraiment paraît comme le parent pauvre. Qu'est-ce que l'Équateur a fourni en République démocratique du Congo? Si on doit... EVA, ce qui a construit la gloire du passé, la Gécamine et tout ça. C'est l'EVA, hein? Mais on fait l'agriculture. Vous dites l'Équateur. Il y a aussi des terres arabes au Grand Équateur. Mais comment? Nous sommes traversés par l'Équateur et puis les fleuves. Il y a des terres arabes. Mais les gens ne savent pas. Le Canada, quelle est sa force? C'est la papeterie. Mais est-ce qu'il n'y a pas de bois à l'Équateur? Mais si nous arrivons à fabriquer rien que des papiers, vous savez combien est-ce que nous perdons dans toutes les administrations en importation de papier? On importe aussi du papier. Hein. Mais est-ce que vous en savez une usine qui fabrique des papiers ici? Même les allumettes, même les cure-dents, on importe tout. Et la force économique de la province orientale, toujours arabe, de terre arabe. Là, pourquoi il y a des guerres? Parce que l'or, là, tous ces minéraux là. Province orientale. Mais pourquoi il y a Ituri et tout ça? Il y a des minéraux. Nous avons tout. Et au-delà de ça, même les calcaires, il y a une étude qui a été menée que partout, même Bandundu, tout ça, il y a des calcaires. C'est qu'on peut avoir des cimenteries partout, à travers le pays. Et le problème des routes ne va plus se poser. On risque d'avoir même au village des routes de recettes agricoles en béton. Parce qu'il y en a partout. On dit toujours que le Kasaï se meurt parce que l'Amiba n'est pas là. Je prends vraiment le Grand Kasaï en général. Qu'est-ce que le Kasaï produisait à l'époque? La gloire du passé, pour que nous puissions avoir une idée. C'était aussi parce que les gens ont abandonné l'agriculture, ils ont pris les diamants, les diamants. C'est une ressource épuisable. Parce que même quand vous parlez de cobalt, il y a toujours une durée. Parce qu'il faut vous mettre en tête qu'à telle date, ça va s'épuiser. Ce n'est pas une richesse renouvelable, ça s'épuise. Nos frères kassaïens, ils ont abandonné l'agriculture, ils se sont mis dans l'exploitation artisanale des diamants et ils se sont rendus compte. Et vous voyez, il y a même nos frères kassaïens qui ont quitté Kasaï pour venir à Bandundu. Il y a aussi des diamants à Bandundu. Kayemba, c'est pas seulement Kayemba, c'est aussi ailleurs. Hein. C'est pour dire que non, notre pays, c'est une merveille géologique, comme je l'ai toujours dit. Nous ne sommes pas un scandale, mais une merveille géologique. Tout ça, il y a là. Pourquoi pas un scandale? Parce que nous, depuis qu'on est né, on dit que nous sommes un scandale géologique. Non, c'est une injure, c'est une insulte. C'est même condescendant. C'est péjoratif. Ça, je vous dis, en tant que journaliste, ne dites jamais ça. Parce que en quoi la richesse peut être un scandale? Oh, mais c'est que vous, là, vous crachez même si la parole de Dieu. Dieu nous dit qu'il nous devait être prospère. Mais vous avez des choses pour vous rendre prospère, vous dites que non, c'est un scandale. Un scandale, ça veut dire que vous ne méritez pas ça. Vous êtes des sous-hommes. Ok, c'est ça. C'est péjoratif. Quand on dit que ce sont les Blancs qui nous ont... Vous croyez qu'il n'y a qu'au Congo qui a des minéraux? Il y en a partout. Quand on voit des minéraux et on trouve que les Congolais, ce sont des sous-hommes, c'est un scandale. Pourquoi Dieu doit doter à ces gens, à ces sous-hommes, cette richesse? C'est pourquoi ça crée un scandale. Quand nous sommes là, quand tu vois un enfant de 6 ans avec une pierre précieuse, ce serait un scandale. Mais quand vous voyez un adulte avec... À quoi serait-il un scandale? Nous sommes une merveille géologique. Il faut arrêter ces clichés-là que les colons nous ont collés. Ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas un compliment. Oui, c'est très... Donc, qu'est-ce que nous devons dire? Quelle est la formulation? La merveille géologique. La merveille géologique. Voilà, donc nous devons nous habituer à ça. La RDC est une merveille géologique. Mais sur le plan économique, professeur Nico Ouméonga, tous ces sous-ensembles, nous appartenons aujourd'hui à presque tous les sous-ensembles africains. La toute dernière, c'est l'Afrique de l'Est. Économiquement, est-ce que la RDC peut faire face à ça? Qu'est-ce que nous allons apporter à ces sous-ensembles régionaux? Où nous sommes tout simplement un marché ouvert, nous sommes simplement un peuple consommateur, en fait. Quand on est partout, on est nulle part. Ah, quand on est partout, on est nulle part.
Okay. Pour être fort à l'extérieur, il faut être fort de l'intérieur. Une famille qui est divisée en elle-même, une famille qui est faible, ne peut pas être fort de l'extérieur. Nous sommes... Moi-même, j'ai un cours, j'anime le cours des entreprises multinationales. Toutes les multinationales, elles sont d'abord nationales. Tu ne peux pas être multinational si tu n'es pas national. Ok. Première chose, nous devons nous intégrer de l'intérieur. Vous parlez de Bandundu. Quand vous parlez, vous êtes chez moi au Maniema, vous parlez de Bandundu, c'est comme si vous parlez d'un autre pays. Commencez d'abord par relier. Nous sommes un marché de 100 millions d'âmes. Mais nous ne sommes pas reliés entre nous. Hein. Non, tu ne vas pas relier. Quelqu'un qui est à Goma, il préfère aller au Rwanda que venir à Bandundu. Oui. C'est d'ailleurs impossible. Et il faut des industries industrialisantes. Il faut qu'il y ait des routes, il faut interconnexion. Quand nous créons les marchés nationaux, internes, quand on a créé que ce marché-là déjà fonctionne normalement, on peut s'ouvrir à des ensembles sous-régionaux. Et ainsi on intègre dans la mondialisation. C'est ainsi que dans d'autres pays, la mondialisation est une opportunité. Mais nous, la mondialisation, continue à nous marginaliser. C'est une menace. C'est une menace pour nous. C'est une menace. Toutes les usines textiles qui existaient ici, ça n'existe plus parce qu'on n'est pas compétitif. Donc on doit d'abord nous intégrer de l'intérieur, avoir un marché national. Et puis on peut aller... Parce que le marché, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Vous allez dans tous ces... Vous faites de la figuration. Vous amenez quoi? Au contraire, vous laissez à tous ces vautours de venir encore puiser à partir gratuitement. Il y a encore des promesses de routes qui vont partir de Burundi. Non, c'est un pays qui se met de promesses. Et en plus, quand on est au pouvoir, on ne promet pas. On agit. Les promesses, il faut laisser aux opposants. On ne peut pas promettre quand on est au pouvoir. On promet quand on est en dehors du pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, on agit. On ne peut pas promettre. Qui promet? J'interdis à tous ceux qui sont au pouvoir de promettre. Il faut agir. Il faut agir. Quand vous êtes au pouvoir, ne promettez plus, agissez. Prof Omeonga, mais le projet 145 territoires, je pense que le chef de l'État veut ces développements à la base. Donc ce projet, pour vous, est-ce que c'est réalisable? C'est un mythe ou... Je crois qu'on a eu à réaliser une émission ici, je vous ai dit que non. Et peut-être à l'époque, on m'a trouvé que j'étais très critique. Rien ne va se faire, c'est des saupoudrages, rien ne va se faire. Et on a dit qu'on va commencer. Et ça commence quand? Et j'apprends même qu'on va peut-être confier ça au PNID. Encore une fois, l'extraversion culturelle. On croit toujours que les salis provenaient de l'extérieur. Non, ça ne peut pas. Je vous dis que pour un programme de développement, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un à son insu et à son absence. Il faut commencer d'abord par recueillir que veulent les gens de Bandundu, que veulent les gens du Maniema. Et c'est sur base de ça que vous élaborez les programmes. Mais si vous prenez des programmes de prêt-à-porter ou des choses qui sont confectionnées ici dans nos bureaux climatisés et vous les appliquez, non, ça ne va rien marcher. Encore une fois, c'est 450 millions qu'on devrait mobiliser. Le programme est de 3 ans, de 1,5 milliard. Qu'est-ce que ça représente pour nos territoires qui ont la dimension de certains pays, même ceux qui dépassent certains pays? Vous faites quoi? Je vous ai toujours dit, les meilleurs programmes, c'est celui-ci. Je crois, ceux qui sont censés réaliser le programme, il y a 3 choses. Si vous voulez booster le développement à partir de la base. Amener de l'énergie au village, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Construisez des routes, point barre. Tout le reste va se développer. Ne vous embrouillez pas autrement. On a déjà un problème. Je ne sais pas si la Régie des eaux a déjà résolu ça. Comment on peut manquer des intrants, de tout ça, des produits chimiques pour assainir l'eau? Moi, ça m'a fait paniquer parce que la Régie des eaux avait dit en dehors 6 jours, ben c'est fini. Il y aura... Non, ça va vous paniquer parce que l'État lui-même est insolvable. Est-ce que l'État tient à ses engagements? Quand vous regardez, parce qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas le courage de le dire. Mais est-ce que l'État a déjà payé la facture qu'il doit à la Régie des eaux? Ou à la SNEL? Tout c'est le problème. Vous avez dit qu'ils ne sont pas des entreprises du portefeuille de l'État. Ce sont des entreprises commerciales. Les entreprises commerciales, ils ont vocation de faire les bénéfices. Mais c'est que vous devez, l'eau qu'on distribue partout, pour le compte de l'État, dans les ministères, dans les administrations, dans l'armée, dans les universités, tout ça. Est-ce que l'État paye? Il doit commencer par payer cette facture. Mais au-delà de ça, ceux qui sont à la tête de ces entreprises, sont-ils des managers? Ou ce sont des prédateurs?
Ce sont des prébendiers qui viennent encore une fois depuis se remplir plein les poches. Je vais terminer par cette question. On dit souvent, je ne sais pas, vous êtes économiste, est-ce que la guerre, c'est aussi une manne économique? La guerre en soi, c'est une manne économique? Non, c'est que la guerre, par exemple, à l'Est, la guerre, c'est pour des mobiles économiques. Non, prenons par exemple la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est une manne économique pour ceux qui vendent les armes ou est-ce que la guerre, c'est ça, tu vois, vous voyez l'idée? Oui. C'est aussi une manne économique où ça permet aux gens de chercher, d'améliorer les armes, d'améliorer les recherches scientifiques et tout ça. Et se faire pour surtout l'argent. Se faire l'argent. La guerre aussi. Pourquoi ça ne termine pas à l'Est? Pour ne pas aller d'abord à l'Ukraine. Parce que pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait armes. Est-ce que vous connaissez un pays africain qui fabrique les armes? Vous connaissez un pays africain qui fabrique des munitions? Non, mais s'il n'y a pas de guerre, donc ces usines-là, ils doivent fermer. Mais quand il y a guerre, non seulement ici, on évalue à combien? C'est quoi, 100 milliards pour reconstruire l'Ukraine? Mais tous ces gens-là qui se montrent proches de l'Ukraine, c'est ceux-là qui vont gagner les marchés. C'est-à-dire, déjà, pendant cette période, on vend les armes et les munitions. Mais après la guerre, parce qu'il y aura un jour où ils vont se mettre autour d'une table, mais il faut reconstruire le pays. Mais pour reconstruire, qui vont encore? Vous croyez que ce sont les Ukrainiens même qui vont construire le pays? Non, ce sont les Américains, les Français qui viendront pour gagner ces marchés. C'est-à-dire autour, mais chez nous là. Et c'est pour toutes ces bandes-là armées. Est-ce qu'ils combattent avec des machettes? Avec des armes. Mais on les favorise, facilite de creuser illicitement nos minéraux et les vendre à vil prix et à contrepartie leur donner des armes. Et aussi, comme vous le dites, tester aussi. De fois tester leur armes, mais c'est efficace. La Russie aussi peut tester pour voir à quelle hauteur fonctionne. Si vous continuez à produire et que vous ne les testez pas, donc il faut créer des guerres, des zones de conflit, ça et là, pour tester un peu votre capacité, la force de fait de ces différentes. Merci beaucoup, professeur, en tout cas. Mais est-ce que, vraiment une dernière question de curiosité, est-ce que, avez-vous l'espoir qu'un jour, la RDC peut s'en sortir économiquement? Est-ce que nous serons un jour placés parmi les pays développés? Non. Vous avez l'espoir? Oui, il y a des procédures. Ce n'est même pas un espoir. Moi, c'est une conviction inébranlable. Ok. C'est que pour le moment, je peux dire pour cette question-là, l'incrédulité comme la foi conduisent au même résultat. Nous serons développés. Nous serons développés parce que j'ai foi à la jeunesse. Si nous avons échoué, mais je ne peux pas permettre à la génération qui arrive d'échouer. Je me bats pour arrêter l'échec transgénérationnel. Nous avons hérité de cet échec de nos aînés. Nous ne pouvons pas les perpétuer. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'investir dans la jeunesse. Peut-être à une prochaine occasion, vous pouvez me recevoir pour parler de la FOMENIC, la Fondation Meonga Nico. Et je m'investis de manière à préparer une relève. Parce que tout va passer par la circulation des élites. Et la circulation des élites participe au renouvellement de la classe politique. Voilà, donc, voilà, merci professeur. En tout cas, vous investissez dans la jeunesse. Et moi, je dis, vous êtes professeur d'université. Pour moi, être professeur, c'est vraiment une vocation parce que vous souffrez énormément, vous n'êtes pas revalorisé dans notre pays, ce qui me fait extrêmement mal. Parce que si aujourd'hui, nous parlons comme ça, nous avons un minimum d'intelligence, c'est grâce aux professeurs. Et merci, moi, je pense, oui, il faut vraiment que nous soyons reconnaissants envers, même si pour le président de la République, le niveau est assez bas. C'est une question, on va discuter peut-être... Qui êtes-vous pour juger le niveau des professeurs? Donc, ce sera une autre émission. Nous allons parler un peu de ce niveau parce que je vais le recevoir en tant que professeur. Nous allons parler un peu du niveau scolaire et académique parce que c'est vraiment un sujet aussi assez important. Prochainement, j'ai vraiment ça en tête parce que pour moi, le vrai génocide, c'est quand vous tuez l'enseignement, vous tuez tout un peuple et tout l'avenir de tout un pays. Et je crois que moi, personnellement, je suis très reconnaissante envers tous mes professeurs depuis la maternelle jusqu'à l'université, parce que moi, je n'ai étudié qu'en République démocratique du Congo. Merci à vous pour ce sacerdoce. C'est pas facile aujourd'hui d'être professeur. Merci pour l'occasion, l'opportunité que vous offrez pour cette tribune. Qu'on vous encense un peu. Vraiment, je suis très ravi. Par ma modeste personne, voilà. Tous vos professeurs se reconnaissent et ça, il faut vraiment les remercier. Nous avons toujours dit que c'est noble profession, c'est une profession ingrate. Mais au moins, vous avez fait
C'est pas grâce. Si nous sommes aujourd'hui comme ça, c'est grâce à vous. Les bâtisseurs, l'éducation, si vous êtes une brillante journaliste, c'est à cause des professeurs. Non, ce n'est pas... Et les professeurs, je dis que c'est une race humaine à avoir d'inspiration. Et donc, sans professeurs, si vous voulez mettre les pays à genoux comme c'est le cas, il faut commencer par tuer l'enseignement. Et l'éducation. Merci à vous. Et nous allons nous retrouver très très bientôt pour un autre spécial débat.